Bienvenue dans Classe 18+, salut tout le monde, salut Médoc. Bien tiré. Alors ce numéro de Classe 18+, est un peu placé sous le signe de la loose spatiale. Ouais, Ouais. c'est une thématique là, aujourd'hui. Petite thématique loose spatiale parce qu'il y a des jeux qu'on va critiquer là dans ce Classe 18+. On s'en était pas caché d'un autre côté, on n'avait pas vraiment fait la promotion de l'émission dans la dernière de Classe 18+, mais il faut savoir qu'il y a quand même de très bonnes surprises. Je dirais même d'excellentes surprises. Et on va voir ça tout de suite avec le sommaire de l'espace. Et on commence ce Classé 18+, placé donc sous le signe de la loose spatiale, avec la critique de Serious Sam Double D XXL. Mais le loose spatial commence vraiment avec la critique de Aliens Colonial Marines. Et puis on continue du coup complètement dans cette thématique avec la critique de Dead Space 3. Pour se calmer, pour faire une petite pause, 3 minutes pas plus pour parler de The Plan. Et en fin d'émission, on essaye de rééquilibrer tout ça avec la critique de Metal Gear Rising: Revengeance. Mais tout de suite, les news. Si la conférence Sony, qui a confirmé cette semaine la disponibilité de la PS4 pour les fêtes de fin d'année, est restée très évasive quant à la disponibilité réelle des jeux présentés au lancement de la console, on est sûr d'une chose. Watch Dogs sera jouable sur PS4 dès sa sortie. En tout cas, c'est ce qu'Ubisoft a affirmé, comme ils avaient affirmé que Rayman Legends serait disponible au lancement de la Wii U, puis le 28 février, avant de décaler la date de sortie à septembre prochain. Mais bon, sur ce coup-là, on ne devrait pas être déçu. Une nouvelle fois, l'éditeur français est parvenu à s'imposer avec une démo gameplay très impressionnante qui ne laissait guère de doute sur le potentiel du jeu. Pour le coup, les Infamous et autres Killzone de Sony étaient beaux, certes, mais ils ne présentaient aucune nouveauté gameplay de façon explicite pour se contenter de proposer un upgrade graphique. En découvrant les images de Killzone Shadowfall, par exemple, on était en terrain connu. Du FPS, scripté à tout va, très orienté boom boom SF. Quant au magnifique Deep Down de Capcom, créé à partir d'un tout nouveau moteur graphique, eh bien on avait bien du mal à savoir ce qui relevait du jeu ou de la cinématique, in-game ou pas. Watch Dogs, en revanche, le doute n'était pas permis, c'était du gameplay. Développé par les studios d'Ubisoft Montréal et également prévu sur Wii U, PC, PS3 et 360, ce jeu open world semble proposer des mécaniques de jeu à la hauteur de son scénario. Centré sur le personnage d'Aiden Pierce, un justicier high-tech borderline, capable de s'immiscer dans la vie de n'importe qui et de prendre le contrôle de n'importe quel dispositif informatisé, Watch Dogs impressionne. Visuellement, conceptuellement, le champ de possibilités ouvert par le jeu est colossal. En revanche, aussi impressionnante soit-elle, cette nouvelle démo n'apporte pas grand-chose à celle présentée lors de l'E3 dernier, avec le succès que l'on sait. La possibilité d'intervenir dans le jeu avec des applis téléchargeables sur smartphone ou tablette par exemple, sa dimension multijoueur, finalement, la connectivité du jeu n'a pas été développée. On aurait aimé avoir des détails sur l'utilisation éventuelle de la PS Vita par exemple, mais non, il faudra se contenter d'une séquence de jeu finalement assez proche de celle de l'E3 dernier, mais dans une partie différente de la ville de Chicago. Watch Dogs n'en reste pas moins un jeu qui donne envie d'être derrière la manette. Si vous avez craqué sur DMC, vous pouvez dès maintenant télécharger gratuitement le mode Bloody Palace, alias Palais de Sang. Accessible via un update et une fois le jeu terminé, ce mode est un classique de la série et a fait son apparition dès le second volet. La version destinée au reboot permettra d'accéder à plus de 100 niveaux bonus, typés survie, comprenant 5 boss. Capcom et Ninja Theory ont également confirmé la sortie d'un premier DLC, nommé La Chute de Virgil. Prévu pour le 6 mars prochain, autour de 9€ et 720 points Microsoft sur 360, il proposera un tout nouveau contenu incluant des armes, des combos, des lieux et des ennemis inédits centrés sur le personnage de Virgil, le frère de Dante. On connaît désormais la date de sortie officielle de Soul Sacrifice, le prochain jeu d'action de Inafune Keiji. Le 1er mai prochain, vous pourrez donc tenter de convaincre 3 autres potes possédant une PS Vita pour vous essayer à ce titre Dark Fantasy en coop, ce qui ne sera pas forcément évident. D'autant plus qu'avant même sa sortie, le jeu Sony agace déjà avec par exemple ce bonus de précommande aberrant qui vous donnera accès aux voix japonaises du jeu. Et oui, si vous ne précommandez pas le jeu, il faudra payer pour jouer avec les voix off japonaises. Franchement, c'est à se demander si dans quelques temps, il ne faudra pas commander un jeu en avance afin de bénéficier des voix tout court ou de la musique. Et si vous ne précommandez pas notre jeu les mecs, faudra jouer sans manette. Seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man.
Si vous faites partie des joueurs qui ont cédé à la mode du Season Pass, sachez que BioShock Infinite proposera le sien dès le 26 mars, à la sortie du jeu. Le prix est dans la moyenne, soit autour de 20 € pour une économie d'une dizaine d'euros si vous avez décidé d'acquérir toutes les extensions téléchargeables prévues. Who are you? My name is DeWitt. Come to get you out of here. Le Season Pass, une nouvelle fois, est un pari. Il arrive en effet que ce dernier soit proposé sans que l'on sache vraiment ce qu'il comprendra au final. Là, on sait au moins qu'il inclura le téléchargement de 3 DLC, mais sans plus de précision sur leur contenu, autre que des heures de jeu supplémentaires. Ça nous fait une belle jambe. Mais le jeu ne proposant pas de mode multijoueur, on est au moins sûr d'une chose, il ne s'agira pas de maps inédites, mais bien de mini-campagnes scénarisées. En plus de celle-ci, le lot habituel de bonus exclusifs aux précommandes ou aux éditions collector, comprenant des armes, des skins ou encore des améliorations, sera proposé. En attendant, vous pouvez découvrir de nouvelles images du jeu, se focalisant sur le personnage d'Elizabeth. I will stop him. This will end in blood. Comstock! Tell me what you want! Go back to the Sodom from which you came! Elizabeth! Bring us the girl and wipe away the debt. Hey, the deal's off, you hear me? The deal is off! Booker, are you afraid of God? No, but I'm afraid of you. Après ces news 18+, donc bon, il n'y en avait pas des masses, mais on a quand même appris un gros truc. C'est comme la dernière de 18+, quoi, c'est un truc décevant, quoi. C'est The Last of Us qui est repoussé au mois de juin. Ah, mais c'est pas la Ça, il y en a plein. après GTA 5. Tous les jeux qu'on attend, ils se font repousser. Ouais, Rayman Legends par exemple. Bon, ça n'a rien à voir avec un 18+, voir. rien. Mais je suis complètement hors sujet là, mais c'est pas grave. Enfin, on regrette quand même sérieusement. Donc heureusement, il y a quand même des trucs qui sortent. On a d'ailleurs quand même 4 critiques dans 18+. Et puis il y en a au moins une, genre d'un jeu vraiment a priori de qualité. Bon, enfin, on verra ça un peu plus tard. Mais on va commencer quand même doucement, histoire de pas vous faire trop mal, avec un petit jeu qui est plutôt sympathique, téléchargeable sur XBLA. Il s'agit d'un run and gun. Comme vous le savez, sur XBLA, des run and gun, il y en a plein. Donc, deux questions. Est-ce qu'il sera au niveau des autres run and gun? Et est-ce qu'il saura aussi respecter l'univers de Serious Sam, qui est sérieusement délirant et très 18+. Les réponses, avec la critique. Afin de préparer le terrain pour la sortie PC de Serious Sam 3 en novembre 2011, Croteam, le studio à l'origine de la saga, décida de faire appel à 3 développeurs indépendants. Chacun de ces studios indés eut alors toute latitude afin de développer leur propre vision de l'univers irrévérencieux de Sam, ce qui a donné dans le cas de Mommy's Best Games, Serious Sam Double D, un run and gun survolté sorti sur PC en août 2011. Et c'est une version remaniée de ce Double D, affublé du suffixe XXL, qui a débarqué tout récemment, plus d'1 an et demi après son arrivée sur PC sur le XBLA. Be careful, Sam. These enemies can teleport out of nowhere. Yeah, I know. They always do that. Hey, this is a pretty nice place. Not for long, it isn't. Sam est badass, Sam est macho, Sam a un QI à peu près équivalent à celui de ses flingues. Sam n'a pas besoin d'un prétexte pour faire de la violence avec ses flingues. Sam, there's a beacon somewhere in the vicinity. C'est donc sans aucun contexte que Sam se retrouve catapulté en Égypte ancienne pour défourailler les vilains sbires écervelés de l'infâme Mental, dont l'un des généraux dirige une opération diabolique afin de faire quelque chose de mal. Enfin, sans doute. De toute façon, ils ont tous des têtes de méchants, alors ils veulent détruire la Terre avec des plans diaboliques, pas besoin d'aller chercher plus loin. Sir, yes, sir! Outstanding. Now report back to your unit. Oh, this is gonna be a long day. C'était trop compliqué de réfléchir à tout ça. Faut tuer des monstres maintenant, ça fait mal à la tête de trop se poser de questions sur le pourquoi du comment. Welcome to the jungle, baby. On se contentera donc tout au long du jeu de blaster des hordes d'ennemis qui nous sautent sur le poil à chaque pas sans se poser de questions sur les raisons profondes qui motivent les commandos de Kamikaze à se jeter sur Sam avec une bombe dans chaque main. Mais ça tombe bien, parce que faire parler la poudre, c'est déjà plus dans le domaine d'expertise de Sam.
Et pour ce faire, on se servira principalement des 2 sticks analogiques afin de pouvoir se déplacer dans une direction tout en tirant dans une autre pour faire face à toutes les situations. Passé ce mécanisme de base, on trouvera assez rapidement une plateforme de saut qui pourra être utilisée afin de s'élever plus haut qu'avec un saut normal. Ou mis sur le chemin des kamikazes pour faire de jolis feux d'artifice si on se sent d'humeur taquine. Mais même comme ça, on se rend très vite compte qu'un seul gun ne suffira pas à arrêter les hordes de mental. Heureusement, on pourra trouver au fil des niveaux un certain nombre d'accessoires somme toute bien sympathiques, les multiflingues. Grâce à ce dispositif ingénieux, Sam pourra donc se servir simultanément de non pas 1, non pas 2, mais bien 6 armes à la fois. 6! C'est donc avec joie que l'on composera des bouquets de destruction massive, ajoutant une tronçonneuse par-ci, un lance-roquette par-là, etc. On pourrait même rajouter une petite touche de lance-flamme si on le désirait, mais ce serait de la gourmandise. Et pour varier les plaisirs, on croisera souvent un marchand ayant apparemment, vu sa façon d'accueillir ses clients, fait ses études dans la même école de commerce que celui de Resident Evil 4. Welcome, stranger. Cet aimable commerçant vous proposera moult améliorations permettant de modifier l'effet de vos armes préférées et le nombre de munitions que Sam pourra porter pour chacune d'entre elles. On pourra ainsi flotter dans les airs quelques instants, tirer des balles à tête chercheuse, des insectes dévorant les gros monstres de l'intérieur, des plaquettes de beurre pour faire glisser et tomber les ennemis. C'est vrai quoi! Qui n'a jamais rêvé de faire glisser ses ennemis sur une flaque de beurre bien chaud? Pas Sam en tout cas, et il a bien l'intention de rigoler un coup en regardant des dinosaures se vautrer au sol. Mais il n'y a pas que les massacres dans le quotidien de Sam, il y a aussi l'exploration. Mais juste un peu, parce qu'après on s'ennuie et on a envie de tuer des monstres. Heureusement, quand on explore, on tombe souvent sur plein de monstres, alors ça va. Et aussi de nouvelles armes, et des multiflingues. Et de temps en temps, on découvre même de nouveaux niveaux défis. Ces défis permettent de, tuer des monstres, quoi. Mais avec des conditions, comme par exemple exterminer 100 monstres avec 4 fusils superposés, ce genre de choses. Au final, les défis ne changent pas vraiment grand-chose par rapport au jeu normal, mais constituent un moyen éventuel de prolonger un peu le jeu une fois l'aventure principale terminée. On notera également qu'il est possible de se faire le jeu à 2, mais uniquement en coop local. Entièrement réalisé dans une 2D très colorée, Serious Sam Double D XXL n'est certes pas magnifique, mais s'en sort honorablement. N'oublions pas quand même que même si le jeu a été validé par Croteam, il n'en reste pas moins développé avec un petit budget par un studio indépendant. Et à ce titre, Double D XXL respecte parfaitement l'univers loufoque et non sensible de Serious Sam, avec tout ce que ce dernier implique de remarques graveleuses et d'humour potache en dessous de la ceinture. Remember that giant lava monster? I've heard no end to your giant lava monster stories. Niveau blablague d'ailleurs, les salles cachées ne sont pas en reste, chacune d'entre elles contenant très souvent une référence à des œuvres littéraires, filmiques ou ludiques, comme par exemple Dune, Inception ou Tomb Raider pour ne citer que ceux que l'on pourra découvrir dès les premiers instants du jeu. Yeah, I knew this athletic girl once. A little too classy for my taste, but she had the nicest pair of... Toujours est-il que Sam ne fait pas dans la finesse et ça se sent. Les piles de cadavres s'entassent à mesure que les attaquants de plus en plus imposants se ruent sur vous, permettant même parfois d'atteindre des endroits auparavant inaccessibles lorsque la pile devient assez haute. Si les environnements eux-mêmes ne sont pas très variés dans une même zone, en se promenant à travers le temps pour éradiquer les armées de Mental, Sam traversera tout de même successivement l'Égypte ancienne, l'ère jurassique et ses dinosaures géants, et pour finir la ville de Pompéi, le jour de l'éruption du mont Vésuve, histoire de terminer dans une ambiance sympathiquement apocalyptique. Avec Sam, tout est dans la démesure. D'abord les ennemis, parmi lesquels on pourra retenir le singe géant équipé de fusées à la place des jambes, d'un lance-banane à la place d'un bras et d'une scie circulaire à la place de l'autre. Mais aussi la monotonie. On traversera ainsi avec une lassitude croissante des niveaux se ressemblant tous, toujours armés de la même façon, une fois qu'on a trouvé une combinaison suffisamment efficace pour massacrer sans relâche des ennemis arrivant sans cesse. Le jeu n'est en outre pas bien long, comptez un après-midi tout au plus pour en voir le bout. Et les défis et les modes de difficulté à débloquer n'apportent pas beaucoup d'attrait supplémentaire au jeu une fois qu'on l'a terminé. En bref, Serious Sam Double D XXL ne fait clairement pas partie des jeux à avoir fait absolument dans sa vie. Mais vu son prix raisonnable, et à condition d'apprécier l'humour potage de la série, on pourra se laisser tenter pour quelques heures de bourrinage cathartique avant de passer à autre chose. Alors là, Thierry, on arrive là en plein cœur de notre thématique. Un moment critique sur mon radar.
T'as sorti ton radar et donc t'as détecté... J'ai détecté jeu de merde. Ouais, jeu de merde. C'est pas bien de dire ça. Mais non, là en l'occurrence, donc vous êtes tous au courant, ils sont plantés donc sur le jeu dont on va vous faire la critique là bientôt. Ils sont plantés, Gearbox, ils sont plantés, tout ça. Ce qui nous amène peut-être à penser que avec les Borderlands, les mecs ils ont juste chaté quoi, peut-être. Parce que tu regardes les Duke Nukem, les... Il y a plusieurs polémiques en fait sur Aliens. Alors comme le dit, c'est Julien qui a fait la critique. Et il a fait la critique de la version PC. Moi en l'occurrence j'ai joué un petit peu à la version PS3, on en parlera juste après la critique. Mais donc il le dit dans sa critique, il va pas aborder les polémiques hors jeu. Il s'intéresse uniquement au jeu. Ouais. Nous, on va aborder les polémiques hors jeu. Et parmi celles-ci, il y a à développer pour de vrai Aliens Colonial Marines. Parce qu'a priori, ce serait pas forcément Gearbox, ce serait peut-être le studio TimeGate. Il faut savoir, quand tu lances le jeu, il y a 3 ou 4 studios de développement qui défilent et qui sont crédités donc, en étant concepteurs du jeu. Donc a priori, la rumeur voudrait que TimeGate se soit occupé 100%, à 100% du solo du jeu, alors que Gearbox, eux, ils sont plutôt occupés du multi, et encore quand ils avaient le temps, puisque leur priorité, c'était Borderlands 2. Donc là, pour le coup, c'est un peu Sega qui se fait niquer. Et puis tous les fans d'Aliens, voilà, c'est très gênant également. Et il y a encore d'autres problèmes. Par exemple, il y a aussi la problématique du mensonge de Randy Pitchford. Donc il faut savoir, lorsque le jeu nous a été présenté pour la première fois avec une vidéo de gameplay, donc c'est Randy qui jouait, etc. Il nous montrait le jeu, on va pouvoir faire ça, etc. Et c'était du gameplay, il jouait vraiment au jeu. À aucun moment il a dit genre que c'était une démo technique, une target demo ou un prototype, etc. Non, c'était le jeu tel qu'on devait l'avoir réellement. Et lorsqu'on voit des comparatifs de cette vidéo avec le jeu qu'on a nous, qui vient de sortir, curieusement, c'est plus du tout la même chose. Il y a des tas d'effets de lumière qui ont disparu, il y a des FX qui ont disparu également, c'est nettement moins beau, les textures sont nettement moins belles, moins détaillées, etc. Bref, on s'est foutu notre gueule. Et visiblement, en plus, Gearbox n'accepte pas en fait de répondre à ces accusations, et ils montent sur leur grand chemin en disant genre, oh, finalement, nous, on va s'intéresser uniquement aux critiques positives, et puis tout le reste, on oublie, ça n'existe pas. Donc tout ça, c'est très gênant. Mais avant d'en rajouter une autre couche encore, on va voir la critique. Parce que là, on est vénère. Donc on va regarder la critique pour se calmer, ou pas. Il y a bientôt 35 ans, l'un des monstres les plus légendaires de la science-fiction débarquait dans les salles de cinéma. Impossible d'oublier. Un signal de détresse, une mystérieuse planète, l'épave d'un vaisseau extraterrestre, une salle remplie d'eux. Alien, le film original, proposait une odyssée claustrophobe et horrifique où la créature n'était visible que par intermittence alors qu'elle éliminait un par un les malheureux membres de l'équipage du Nostromo. Quelques années plus tard, James Cameron lui donnait une suite, Aliens. Très différent mais tout aussi mythique, Aliens multipliait le nombre de créatures, transformant le tracker indicible en une masse grouillante de bestioles qu'affrontait une bande de Marines dure à cuire. Contact, here we go! Ces 2 films ont marqué les esprits et ont conditionné le concept de l'horreur spatiale, instaurant une formule souvent imitée, rarement égalée. Le jeu vidéo s'est bien souvent inspiré d'Alien, de Project Firestart sur Commodore 64 à Dead Space en passant par Metroid, Flashback ou Unreal. Et bien entendu, la franchise a également connu quelques adaptations officielles, souvent très oubliables comme Alien Trilogy sur console 32 bits, parfois mythiques comme Aliens vs Predator 2 de Monolith Productions. Annoncé en 2006 par Sega et Gearbox Software, Aliens Colonial Marines suscita immédiatement l'enthousiasme parmi les fans. Et puis les années passèrent et le jeu de Gearbox commença à prendre des airs de Vaporware avant de refaire surface en 2011 lors de l'E-Cube. Cette critique n'a pas pour vocation de commenter les multiples controverses qui entourent la sortie du jeu, du flou quant au développeur réel du titre aux fausses démos utilisées pour le promouvoir. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le jeu lui-même. A subi énormément de pertes sur LV-426 et demande des secours immédiats à bord du USS Sulaco. Aliens Colonial Marines commence 17 semaines après la fin du 2e film. L'appel de détresse de l'USS Sulaco est arrivé à bon port et une nouvelle compagnie de Marines arrive en orbite de la planète LV-426 pour une mission de sauvetage. Le joueur incarne l'un de ces Marines, le caporal Winter. Évidemment, dès que les nouveaux arrivants posent le pied à bord du Sulaco, les choses commencent à tourner en eau de boudin.
Déjà parce que le Sulaco est infesté de xénomorphes. Ensuite, parce que les Marines découvrent rapidement que les apprentis sorciers de la corporation Weyland Yutani les ont coiffés au poteau et ont également investi le Sulaco pour amener quelques spécimens. Et sans grande surprise, ce n'est que le début des ennuis. Présenté comme la vraie suite du film de James Cameron, Aliens Colonial Marines déçoit énormément sur le plan du scénario. Tout est terriblement convenu et sans imagination. On se contente de traverser paresseusement des décors repris des films, même lorsque cela n'a aucun sens. Par exemple, on sait tous que la colonie à la surface de LV-426 a été détruite par une grosse explosion atomique à la fin d'Aliens. Or, elle est toujours là dans Colonial Marines, et plutôt en bon état. Et ce n'est même pas la pire incohérence du jeu. On recommandera de passer le jeu en version originale pour profiter des voix de certains acteurs des films, comme Lance Henriksen ou Michael Biehn. Maigre consolation cependant, car les dialogues restent assez peu subtils, accumulant tous les clichés liés aux Marines. La boîte noire peut nous le dire, avec tout mon respect. Votre respect, c'est de fermer votre grande gueule et de suivre les ordres. Aliens Colonial Marines est un first-person shooter au gameplay très classique. On avance dans des couloirs, on tire sur tout ce qui bouge, on ouvre des portes. Le joueur transporte une arme de poing, une arme principale et une arme secondaire. Il est toutefois possible à tout moment d'accéder à l'inventaire pour changer l'arsenal. Certaines armes possèdent un mode de tir alternatif. Par exemple, le célèbre fusil à impulsion M41 peut soit tirer des rafales, soit lancer une grenade. La santé du joueur dépend de deux valeurs. L'armure, qui absorbe une partie des dégâts et n'est régénérée qu'en ramassant des bonus au cours des niveaux, et la santé, divisée en 3 barres. La dernière barre de vie entamée se régénère lorsque le joueur reste au calme quelques instants. De temps à autre, le joueur devra réaliser quelques interactions particulières, comme forcer une porte ou pirater un terminal. Ces actions prennent quelques secondes pendant lesquelles le joueur sera vulnérable. À part ça, les niveaux se révèlent très linéaires et alternent globalement toujours les mêmes situations. Des couloirs, des zones semi-ouvertes où il conviendra d'éliminer quelques vagues d'ennemis, et des séquences où il faudra défendre un lieu particulier le temps qu'un PNJ ait fini d'ouvrir une porte. Tout ça devient rapidement très redondant, surtout que l'intelligence artificielle des ennemis est des plus basiques. Ceux-ci se contentent le plus souvent de courir vers le joueur sans tactique particulière. En 2013, on est en droit d'attendre des adversaires un peu plus malins que ça. Il est possible de jouer la campagne en solo ou en mode coopératif, d'autres joueurs pouvant rejoindre la partie ou la quitter à tout moment. Cela ne rend pas le jeu plus palpitant, mais a au moins le mérite de rendre les autres Marines un poil plus intelligents, parce que là encore l'IA est un peu à la ramasse. Aliens Colonial Marines propose également un mode multijoueur dans lequel on peut jouer les Marines ou les xénomorphes. Malheureusement, il nous a été impossible de tester ce mode, la fonction d'auto-matchmaking n'ayant jamais réussi à trouver assez de joueurs pour une partie. Le gros problème d'Aliens Colonial Marines, c'est qu'il ressemble à une relique du passé. Les graphismes auraient été beaux il y a 5 ans. Quant au gameplay, il renvoie au FPS du début des années 2000. Nous n'avons aucun contrôle sur le système d'armes du Sulaco, chef. On aurait peut-être pu pardonner ces deux aspects si le jeu avait proposé une campagne solo digne de ce nom. Mais c'est finalement là que se situe la plus grosse déception. Tout y est si prévisible que ça en devient agaçant. Alors bien sûr, on apprécie les clins d'œil à la saga, comme le fait de découvrir les jambes de Bishop dans un hangar du Sulaco, mais cela ne suffit pas à rendre intéressante une intrigue mollassonne. Et lorsque l'intrigue tente de nous surprendre, ce n'est qu'en créant des incohérences avec le reste de la franchise. Dommage. En fait, Aliens Colonial Marines souffre du fait que les codes de la saga Aliens sont entrés dans les mœurs. Évidemment que le joueur gardera un œil sur les gaines de ventilation, détruira tous les œufs non éclos sans même réfléchir, et s'attendra à être attaqué par des facehuggers dans les endroits exigus. Bien amené, ces ficelles auraient toutefois pu être efficaces. Mais Aliens Colonial Marines n'a aucune subtilité. Tout ce qu'il propose a déjà été fait, et bien mieux par Aliens vs Predator 2 en 2001. Finalement, voilà le plus gros défaut de Colonial Marines. On ne comprend pas comment 7 ans ont été nécessaires à sa conception. Duke Nukem Forever avait au moins l'excuse d'être conçu de manière artisanale par un studio resté à taille quasi indé. Et malgré tous ses défauts et son gameplay vieillot, Duke avait au moins le mérite d'avoir des idées et quelques moments rigolos.
Ici, avec pas moins de 4 studios de développement crédités au générique, pour un résultat aussi insipide et peu inspiré, difficile de ne pas se dire que, dans l'espace, personne ne vous entend faire beaucoup de bruit pour rien. Bon, alors, clairement, Julien n'a pas aimé le jeu. Il a raison. Il a vraiment raison. Moi, j'ai joué à la version PS3 et le truc qui réellement m'a choqué, ok, le jeu est pas très beau, etc. Mais tout ça, en fait, ça passe à la limite. À partir du moment où le gameplay est là, à partir du moment où l'univers est là et bien respecté, ça passe. J'avais fait la critique d'Aliens vs Predator, le dernier sorti sur console HD, et clairement, moi, mon ressenti, c'était le jeu, il est pas bon, mais la licence fait. Les bruitages, tous les petits rappels des films, etc., fait que finalement, malgré toi, tu accroches tout de même un peu. Là, c'est tout le contraire. C'est la première fois que tu vois un Aliens, dans Aliens Colonial Marines, tu as l'impression de voir un type déguisé qui débarque comme ça et qui fait n'importe quoi. Donc tu es là, genre, ils sont en train d'humilier genre l'un des monstres mythiques du cinéma. L'un des monstres les plus flippants qui ait jamais été créé, ils sont en train de l'humilier dans le jeu vidéo. T'es là, genre, c'est une honte. Et alors, il y a d'autres problèmes concernant cette Aliens, là. Moi, on m'a parlé de l'IA. Ouais. Alors, il faut savoir, moi, j'ai été checker un petit peu pour voir au-delà des retours critiques, par exemple, les retours des gens sur les forums. Ouais. Et donc, très souvent, il y avait certaines personnes quand même qui défendaient le jeu, parce que j'imagine, à partir du moment où on met 70 € dans un jeu, on a plutôt tendance à le défendre plutôt qu'à dire, genre, je me suis fait sérieusement niquer. Il y en a qui disent ils sont faits, mais il y en a d'autres qui ils restent dans le déni, c'est normal. Et il y avait beaucoup de choses de dites sur l'IA. Et donc, l'IA était très critiquée. Et très souvent, en fait, on avait des commentaires sur les forums qui disaient, ouais, vous critiquez l'IA, etc. Mais malgré tout, dans les vidéos que vous balancez sur Internet, vous n'arrêtez pas de mourir. Il y a quand même une très grosse différence entre l'IA et la difficulté d'un jeu. Évidemment. Donc à partir du moment où le programmeur veut que son IA shoot genre parfaitement le joueur, il le fait. Il n'y a aucun problème. C'est pas la difficulté du jeu qui est en cause, c'est le comportement. Donc l'IA elle-même, le comportement des aliens qui font juste n'importe quoi. Ils sont pas flippants, ils sont coincés contre les décors, ils passent à côté de toi, ils t'ignorent complètement. Bref, ils ne te font pas peur. Leur comportement n'est pas adapté, ne correspond pas aux aliens qui nous ont fait flipper pendant des années au cinéma. Mais ni même aux monstres dans un jeu, ni même aux monstres dans un jeu vidéo. Moi, j'avais vu une vidéo et pour le coup, le mec avait dit je me suis mis en difficulté maximale. Le stage, il le passe sans tirer une balle. Il y a plusieurs aliens, tu vois, il y a plusieurs des xénomorphes, c'est ça. Il y en a plusieurs, il en croise, donc ils sont un petit peu agressifs. Puis le mec, tac, il passe à côté, puis il continue de cavaler. Puis dès qu'il est à 5-6 mètres devant les... Ben c'est bon, ils arrêtent, ils sont plus aggro. Ils sont plus aggro, les mecs. Un alien. C'est simple, tu vois, je veux pas te faire de la peine ou quoi que ce soit ou t'attaquer personnellement. Tu te rappelles de la petite danse du nécromorphe que tu nous avais fait ? Ouais. En gros, c'est comme s'ils avaient pris ta chorégraphie et qu'ils l'avaient utilisée en motion capture pour les aliens du jeu. Putain. Et t'imagines que j'ai rien palpé là-dessus. Hallucinant. Tu devrais te renseigner. À mon avis, tu vas avoir du mal à contacter Gearbox. J'ai pas l'impression qu'ils ont envie de parler de leur jeu. Je sais pas pourquoi. Bon. Bah écoute, je te propose de continuer dans la pantalonnade spatiale. Ouais, c'est moins fort. C'est quand même moins fort. Ouais, c'est différent. C'est un autre niveau. C'est pas du foutage de gueule, Dead Space 3. C'est une déception. On en parlera après. Vous allez voir, la critique est conséquente. Elle a été réalisée par Jonathan, qui est un gros fan de la série. Donc il a fini les 2 premiers jeux. Et donc clairement, il s'attendait à quelque chose. Mais tout ça va être très bien expliqué dans la critique. On en reparle juste après. Lors de sa sortie en 2011, Dead Space 2 suscitait autant d'attentes que d'inquiétudes. Des attentes, car le premier épisode posait les bases d'un univers riche, foisonnant et diablement flippant. Ultra efficace, le premier jeu de Visceral Games avait réussi à réinjecter l'élément central qui faisait défaut au genre horrifique à cette époque, la peur. Des inquiétudes parce que la communication autour de ce second jeu se faisait principalement sur l'adjonction d'un mode multijoueur et d'une orientation plus action qui ne se ferait cependant pas au détriment de la trouille. Et heureusement, le miracle a bien eu lieu. Si le mode multijoueur était plutôt anecdotique, les équipes de Visceral Games avaient réussi à balayer nos doutes d'un revers de la manche grâce à un équilibre parfait entre les séquences d'action et passages de pure angoisse.
Un jeu d'équilibriste ultra casse-gueule, pourtant bien exécuté par les développeurs. Malheureusement, et tout comme le premier épisode, et malgré des critiques plutôt élogieuses, les ventes de Dead Space 2 n'ont pas été à la hauteur des espérances d'Electronic Arts. Mais EA et Visceral Games ne se démontent pas et lancent, sans grande surprise, un troisième Dead Space. Cette fois-ci, et voulant attirer un plus grand nombre de joueurs, la communication s'articule autour d'une action encore plus intense et surtout sur l'apparition d'une campagne intégralement jouable en coop. Ce qui surprend, car comment réussir à faire peur en jouant à plusieurs? Les développeurs se seraient-ils définitivement orientés vers l'action? En tout cas, c'est ce que les présentations lors du dernier E-Cube ou lors de la Gamescom ont pu laisser penser, avec de l'action frénétique et des séquences très, voire trop spectaculaires. Mais rappelons-nous que nos impressions étaient identiques lors des présentations de Dead Space 2 il y a 2 ans. C'est donc en espérant que le miracle se produise à nouveau que l'on insère Dead Space 3 dans sa console. Quelques années après les événements dépeints dans Dead Space 2, Isaac Clarke est un homme traqué par les membres de l'église d'Unitologie. Il vit caché pour empêcher que les secrets enfermés dans son cerveau ne tombent entre de mauvaises mains. Mais cette vie, Ellie, la femme qu'il rencontra et dont il tomba amoureux sur la station de la Méduse, ne la supportait plus. Écoute, je voulais te dire, je dois partir. Il le faut. Devant son immobilisme et son refus de se battre contre les unitologues et la menace des nécromorphes, elle le quitte pour retrouver et détruire les monolithes. Isaac est retrouvé par des personnes ayant participé à l'élaboration d'une mission à laquelle Ellie a pris part, mais elle a disparu. Apparemment, elle s'est perdue, Isaac, et je ne pourrai pas la retrouver sans vous. Clarke est leur seul espoir de retrouver Ellie et l'équipage, ainsi que de remettre en route l'expédition à la recherche des monolithes. L'aventure mènera tout ce petit monde à visiter les épaves de vaisseaux à la dérive, ainsi qu'une station orbitale à l'abandon, mais surtout à fouler du pied la surface de Tau Volantis, une planète entièrement constituée de glace et qui semble être l'origine des maléfiques monolithes. C'est exactement ce que nous cherchions depuis tout ce temps. Ce n'est pas une planète ordinaire, Isaac. C'est son origine. L'origine du monolithe. J'espère que vous vous foutez de moi. D'un point de vue gameplay, Dead Space 3 reprend la formule du précédent épisode, avec un contrôle du personnage un peu moins pâteau que dans le premier jeu. Isaac a malgré tout appris 2 nouveaux mouvements. Ainsi, il est possible de faire des roulades bien pratiques pour effectuer des esquives en appuyant rapidement 2 fois de suite sur la gâchette permettant de courir. De plus, on peut maintenant s'accroupir. Pourquoi faire, vous demandez-vous? Car s'accroupir face à un nécromorphe ne semble être pas d'une utilité flagrante. Eh bien, cela sert principalement lors des affrontements contre les humains. Oui, dans ce Dead Space, on devra se battre contre des humains qui canardent à tout va, avec des mitraillettes, des grenades, voire des lance-roquettes. Et c'est à partir de ce moment que l'on ressent l'orientation action qui commence à de plus en plus pointer le bout de son nez. Malheureusement, la position accroupie n'est guère efficace pour convenablement éviter les tirs ennemis. Les développeurs ont donc opté pour le degré 0 du cover system, une bien mauvaise idée lorsque l'on essaie d'insuffler une plus grande dimension action à son jeu. Les affrontements avec les humains manquent ainsi cruellement d'intérêt à cause de ce gameplay mal pensé, mais aussi de challenges en difficulté normale. Cependant, ces affrontements ne représentent qu'une petite partie des combats de Dead Space 3, mais cette orientation est symptomatique d'une tentative d'ouverture à un plus large public. De même, on peut noter une simplification de certains éléments de gameplay. C'est ainsi que l'on se rend compte de la disparition des différents types de munitions. Il n'y en a plus qu'un seul, commun pour toutes les armes. Les armes, parlons-en. Dans les précédents épisodes, il fallait découvrir des schémas d'armes cachés dans les niveaux afin de pouvoir par la suite les acheter dans les stocks grâce à des crédits trouvés sur le terrain. Ici, les schémas existent toujours, mais on n'achète plus les armes, on doit les fabriquer sur l'atelier à partir de ressources et d'outils dénichés dans les placards ou sur les cadavres des monstres oxy. Si vous avez l'âme d'un bidouilleur, il est aussi possible de modifier ses armes, voire même d'en créer de toutes pièces, en choisissant l'armature de base, un principal, un secondaire, y adjoindre des embouts aux effets spécifiques et rajouter des modules supplémentaires. Si sur le papier cette idée est vraiment alléchante, il faut savoir que le menu de création d'armes n'est pas des plus ergonomiques et que le didacticiel manque de clarté. Il faudra tâtonner et faire pas mal d'essais avant de commencer à prendre du plaisir et à perdre pas mal de temps dans la confection de ces outils de mort. L'établi ne sert pas qu'à créer des armes, puisque c'est ici que vous pourrez améliorer leurs capacités. Contrairement au précédent Dead Space, plus besoin de points de force à placer dans un arbre de compétences.
Le système d'amélioration est bien plus simple, puisqu'il faut seulement placer divers circuits d'amélioration dans les slots prévus à cet effet, qui peuvent s'élever jusqu'à 4 par type de tir. Ces circuits se trouvent dans les décors, mais il est aussi possible d'en fabriquer grâce aux ressources que l'on récolte au fil des niveaux. Ces ressources servent à plusieurs choses. Comme on l'a dit, à fabriquer des armes et des circuits d'amélioration, à fabriquer des munitions, des kits de soins ou des recharges de stase, ce qui par conséquent induit la disparition des magasins, et enfin à améliorer directement les équipements d'Isaac. À la manière des upgrades d'armes, ceux des équipements ne se font plus grâce à un arbre de compétences. Il suffit d'avoir le nombre de ressources nécessaires pour acquérir directement les améliorations de santé, de stase et d'air. Encore un élément qui vient attester de la simplification du gameplay, puisque par le passé, les points de force permettant d'effectuer les améliorations étaient assez rares. De plus, les ressources se trouvent généralement en abondance dans Dead Space 3. On en récupère sur les cadavres, dans les placards et les coffres, mais aussi grâce aux méca charognards, de petits robots qui détectent la présence de ressources dans les environs. Lorsqu'on est à proximité, il suffit de déployer son méca pour que celui-ci farfouille dans les lieux et revienne quelques minutes plus tard à l'établi pour y déposer ses trouvailles. Il est aussi possible d'en trouver en grande quantité en accomplissant des quêtes secondaires, ce qui est une première dans Dead Space. Celles-ci sont en général toutes construites sur le même modèle, à savoir explorer une zone de fond en comble en éliminant tous les ennemis sur sa route, en sachant qu'un coffre bien gavé de trésors se trouve au bout du chemin. Ces quêtes facultatives ne sont malheureusement pas très palpitantes, excepté quelques rares séquences qui sortent du lot, et ne sont motivées que par l'appât du gain et non par un quelconque développement de l'intrigue ou de l'univers. Elles sont pourtant assez longues, avec une durée moyenne oscillant entre 30 et 45 minutes et sont au nombre d'une dizaine, dont 3 exclusivement jouables en coop. Voilà encore une nouveauté de ce Dead Space, le coop. Vous pouvez jouer l'intégralité de l'aventure en solo et en coop. En solo, vous ne serez jamais assisté par une IA qui aurait pu vous gêner à cause d'un comportement mal programmé. Non, vous resterez bien seul. Mais vous pouvez tout de même jouer à deux en lançant une partie en coop privée ou publique. Votre compagnon de jeu peut ainsi vous rejoindre en drop-in, drop-out. Il incarnera alors Carver et viendra vous assister dans votre aventure. Le gameplay à deux ne diffère pas de l'expérience solo, cependant les deux compères pourront participer ensemble à la résolution d'énigmes ou se réanimer lorsque l'un d'entre eux tombe sous l'assaut des ennemis qui sont bien entendu plus nombreux en jouant à deux. Plutôt bien conçu avec le partage des armes et des munitions, ainsi que la possibilité offerte par quelques modules d'armes de récupérer certains effets sur les deux joueurs, le mode coop souffre toutefois de quelques défauts réellement handicapants. Il n'y a aucun système de communication in-game, impossible de pointer un objet ou d'envoyer des messages préenregistrés. Il ne sera donc pas possible de communiquer avec le second joueur à moins que vous ne possédiez tous les deux un casque avec un micro. De plus, si votre camarade se déconnecte, le jeu vous renverra directement au dernier checkpoint franchi. Et enfin, Dead Space 3 n'offre malheureusement pas la possibilité de jouer au mode coop en écran splitté, celui-ci se jouant exclusivement en ligne. Dommage. Lorsqu'un jeu est amené à avoir une ou plusieurs suites, les développeurs sont forcément confrontés à un épineux problème. Est-ce qu'ils doivent continuer à suivre le même sillon que le premier épisode, avec quelques ajustements par-ci par-là, ou doivent-ils faire drastiquement évoluer la formule qui a pourtant fonctionné ? Dans le cas de Dead Space 2, ils avaient décidé de continuer sur la lancée du premier, tout en dynamisant l'aventure, l'action et le contrôle du personnage. Et le résultat était tout simplement brillant, grâce à son exceptionnelle mise en scène et à son juste équilibre entre action et grosse phase de trouille. En jouant à Dead Space 3, on ressent très vite la volonté des développeurs d'ouvrir leur série à un plus grand nombre, grâce à un système d'amélioration plus simple, un seul type de munitions à gérer et une action plus trépidante. On ne peut pas vraiment leur en vouloir de faire évoluer leur série avec quelques nouvelles idées, comme le système de confection d'armes, les quêtes secondaires et l'adjonction d'un mode coop, mais qui sont, comme nous l'avons dit précédemment, pas exemptes de tout reproche. Malheureusement, cette ouverture s'est faite au détriment de ce qui faisait le charme morbide des précédents Dead Space. Tout d'abord, à 2 ou à 3 sursauts près, ce troisième épisode s'est clairement orienté vers l'action et ne fait plus du tout peur. Si les premiers chapitres se déroulant dans une station spatiale abandonnée arrivent à maintenir un semblant d'illusion, avec une atmosphère sensiblement proche des deux premiers jeux, mais pas aussi anxiogène, tout s'écroule à petit feu dès qu'Isaac pose le pied sur Tau Volantis, la planète de glace. Là où les précédents Dead Space faisaient montre d'une réelle efficacité dans la mise en scène, Dead Space 3 se vautre dans une surenchère d'action et dans des situations outrancières flirtant régulièrement avec le grotesque, voire l'absurde. Prenons par exemple cette séquence où Isaac est bloqué à cause du trafic routier. Pour passer, il décide de créer un accident qui bloquera la circulation, lui permettant ainsi de passer.
Ok, c'est plutôt spectaculaire, mais Isaac, qui est censé être le héros sauveur de l'humanité, n'hésite pas à sacrifier de pauvres innocents juste pour traverser la route. Oups. De plus, l'histoire, qui était auparavant l'un des points forts de la saga, avec un univers riche et passionnant, a été simplifiée au maximum. Dans les précédents jeux, il y avait de nombreuses zones d'ombre, et tout n'était pas forcément clairement explicité. Ici, tous les enjeux ont été considérablement aplanis, à cause d'un prologue explicitant de façon outrancière les tenants et aboutissants de l'intrigue globale. Et ne parlons pas du scénario en lui-même, absolument indigent, gangréné par une love story insupportable. Tu as l'air un petit peu trop contente de le revoir. On a besoin de lui. C'est pour la mission qu'il est là. T'es sûr que c'est pas plutôt pour toi? Vous avez quelque chose à me dire, capitaine? Et par un méchant tout droit sorti d'un film de Steven Seagal, doté d'un charisme de poule portant des lunettes noires. Parce que pour savoir qu'un méchant est très très méchant, il faut qu'il porte des lunettes noires. La mort n'est qu'un début, Isaac. Et ne parlons pas du twist final post-générique que l'on voit venir des kilomètres à l'avance. Un vrai désastre. De plus, avec ce troisième épisode, Dead Space perd ce qui faisait en partie sa force, à savoir son côté malsain. Les hallucinations d'Isaac se comptent à peine sur les doigts d'une seule main. Les enfants et bébés nécromorphes ont été remplacés par d'autres créatures au comportement similaire, mais qui ne choquent clairement plus le joueur. Et enfin, les combats contre les boss ne sont pas franchement excitants. D'autant plus que l'on rencontre la même créature 3 fois de suite, avec exactement la même façon de procéder pour s'en débarrasser. Les novices de l'univers Dead Space peuvent toutefois s'essayer à cet épisode, car il n'est clairement pas un mauvais jeu, il est très beau, long et agréable à prendre en main. On peut y jouer sans réel déplaisir, mais sans réel enthousiasme non plus. Quant aux habitués de la licence, il risque d'être habité par un sentiment de grande frustration, tant le jeu semble bouffer à tous les râteliers. On a plus affaire à un ersatz de Resident Evil 6 qui aurait copulé avec Lost Planet. Dead Space 3 est à la série Dead Space ce qu'Alien vs Predator est à la saga Alien. Un grand gâchis d'une licence au potentiel énorme, un peu comme ces films que l'on a aimés sur grand écran et dont les suites ne sont que des substituts bas de gamme destinés au marché vidéo à la manière des Starship Troopers. Et c'est avec tristesse et déception que l'on sort le jeu de la console pour le ranger dans sa boîte. Donc là, pour Dead Space 3, c'est vraiment une problématique différente de celle d'Aliens Colonial Marines. Donc il faut savoir que Gearbox, ils ont pris la licence, ils l'ont fucké. En gros, ils prennent tous les fans un par un, ils leur mettent un coup de boule comme ça, voilà. Genre ils enchaînent. Là, pour Dead Space, les développeurs se sont trouvés confrontés à un problème. Ils ont sorti un premier jeu, qui était vraiment bon, qui posait genre un univers très intéressant, qui est un survival horror. C'est pas vendu. Donc du coup, ils ont sorti un deuxième volet qu'ils ont fait évoluer un petit peu, sans trahir le côté survival horror. Donc tu continues à flipper, l'histoire continue à être intéressante, ils ont respecté l'ADN genre de leur jeu en essayant de le modifier, de rajouter un peu d'action par-ci par-là, en rajoutant des petits trucs, un peu de multi, tout ça. Pour le 3, parce que le 2 n'a pas marché plus que ça non plus. Et le multi, il me semble qu'il était, il était anecdotique, contestable. Ouais, c'est pas terrible. Et pour le 3, ils ont essayé une nouvelle fois de modifier les choses, mais cette fois-ci, ils ont vraiment tout bousculé. C'est-à-dire la partie peur disparaît, et donc ils ont trahi l'identité principale du jeu. Donc il y a deux possibilités. Soit vous avez adoré les deux premiers jeux, vous avez adoré le côté jeu flip, le côté l'univers créé, etc. Auquel cas, vous risquez d'être déçu par le 3, ou alors vous débarquez, vous ne connaissez absolument pas la série et vous commencez à jouer à Dead Space 3 et là vous avez quand même une petite chance pour que ça vous accroche parce que malgré certains défauts, tous cités dans la critique, le côté un petit peu plus grand public, des choses coupées à droite et à gauche, ça à la limite vous ne le saurez pas parce que vous n'avez pas joué aux deux volets précédents, c'est pas une honte, techniquement le jeu il est là, la jouabilité elle est sympatoche, il y a quand même un mode coop, c'est pas du foutage de gueule. Ouais, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec Alien. C'est juste que ils sont plus qu'éloignés effectivement de leur identité, à l'image de... Donc ça, Jonathan, je crois pas qu'il l'ait dit dans sa critique, mais il nous a demandé de le dire juste après. La dimension survival, par exemple, dans le jeu, apparemment, t'es juste pas en galère de munitions, tu vois. Moi, j'avais joué au premier, j'avais joué vite fait au 2, mais le premier, je l'avais tué. Et le premier, quand tu ramassais des munitions, t'étais content. Non, mais toi, dès que tu vois un ennemi, de toute façon, tu commences à déforer non, justement. Au contraire, chaque balle, c'était vraiment... Enfin, tu visais, quoi, tu vois ce que je veux dire. Là, si t'as toutes tes munitions... Ça, c'est la force de jouer au jeu Kinect. Il faut que t'arrêtes la critique Kinect. Ouais, faut que t'arrêtes de m'en donner, alors. Et maintenant, pour calmer vraiment tout ça, parce que là, on s'est quand même énervé sur 2 jeux de suite, il faut arrêter. 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu. Alors, il n'est pas 3+, mais on s'en fout, parce que de toute façon, il n'y a pas de PEGI, mais il est évidemment 3+, parce
puisqu'on dirige une mouche, et une mouche, comme tout le monde le sait, c'est ultra sympathique. Tout de suite, le 3000 pas plus. Une fois n'est pas coutume, nous allons consacrer ces 3 petites minutes, pour le coup moyennement zen, à une mouche. Rien qu'une mouche. Une petite mouche que l'on contrôle à l'aide des touches du clavier pour la faire évoluer toujours plus haut au cœur d'une forêt pas forcément des plus hospitalières. Téléchargeable gratuitement sur le site du studio norvégien Krillbite à l'adresse suivante, The Plan n'est pas tout à fait un jeu vidéo. Il s'agit plutôt d'une expérience, un trip comme on dit, visant à se placer quelques minutes, pas plus, dans la peau d'une mouche. Rien à voir donc avec l'excellent Mr Mosquito sorti sur PS2 en 2002. Réalisé en 2,5D, The Plan a été développé sur une période de 6 mois comme un projet sur le côté, l'équipe consacrant l'essentiel de son temps à la création d'un titre bien plus ambitieux, Among the Sleep, qui tentera de vous faire voir le monde à travers les yeux et l'esprit d'un enfant de 2 ans. The Plan, lui, possède une ambition à l'échelle de son héroïne, toute petite donc. Le studio lui-même insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'un titre expérimental, à la durée de vie et au gameplay plus que succinct. The Plan ne parlera donc pas à tout le monde et s'adresse avant tout aux esprits curieux ainsi qu'à tous les fans de temps perdu. Une nouvelle fois, il est gratuit, cadeau. Et puis c'est pas mal du tout aussi. C'est joli, surprenant par moments, pas totalement linéaire non plus, puisqu'en ayant refait plusieurs fois le jeu, je n'ai pas toujours pris la même direction pour être confronté à des situations différentes, et le final vaut définitivement le coup. En même temps que je vous parle, je regarde les images qui défilent. The Plan étant très court, je n'ai pas envie de vous spoiler la fin. Ah mince, c'est presque fini. La petite mouche a déjà quitté la forêt pour atteindre les étoiles. Il est temps de vous quitter maintenant et de vous laisser télécharger cette immersion dans la vie d'une mouche qui n'en demandait pas tant. Elle en a si peu devant elle, la pauvre. Bon là Thierry, on arrive. Donc on sort un petit peu de la thématique. On reste dans le futur quand même, avec ce qui va suivre. Mais on sort un petit peu et de la thématique de la loose et de la thématique de l'espace. Mais je t'avoue que je suis un petit peu... je sais pas, je suis pas à l'aise là, je suis un petit peu troublé. Qu'est-ce qui se passe, Manouk ? Tu sais, en fait là, bon, les jeunes savent, on l'a dit au sommaire, bon, ça va être la critique de Metal Gear Rising Revengeance. Et comme vous le savez, comme tu le sais, c'est moi qui... Ouais, c'est toi qui as fait la critique, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est moi aussi qui ai fait l'avant-première. Vous vous souvenez, il y a quelques numéros de 18+. C'est vrai, ça. Il y avait une avant-première où Konami avait invité plusieurs journalistes à venir jouer pendant 5-6 heures, tout ça. Et le problème, c'est que moi, j'y étais allé le matin, et donc j'y avais joué. Mais au bout d'un moment, arrivé sur les coups de 13, 14 heures comme ça, je commençais... Non. Si, T'as mangé ? J'ai mangé, ils proposaient des sushis avec une texture qui était plutôt en place, avec des maquis vraiment bien. Je sais Thierry, mais je savais pas quoi faire. Tu cumules quoi, les coupes de champagne, de sushi chez Konami, mais... Le pire, c'est que c'est véridique. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai vraiment mangé des sushis à l'occasion de ce truc-là. Et franchement, ils étaient pas mauvais. Du coup, ça pose un problème de déontologie Je comprends bien pourquoi elle est là. super positive, ta critique. Ça pose un gros problème. Non, on est dans la merde. J'ai un doute. Je vais jouer au jeu pour faire mon avis. Jouez au jeu pour faire votre avis, parce que là, pour le coup, ça tombe bien, il y a une démo. Il y a une démo, non ? Le mien, il vaut plus rien du tout. Regardez si vous voulez, sincèrement, mais... Attends, corrompu par des sushis, t'imagines ? La déchéance. Même si MGS2 proposait tout un tas de qualités, nous avons été quelques-uns à devoir composer avec une certaine déception, principalement générée par l'absence de Snake en tant que personnage principal. À la place, on nous a donné un Raiden un peu sorti de nulle part, avec qui les joueurs devaient apprendre à faire connaissance en s'impliquant dans ses problèmes personnels, ses attentes, ses daddy issues et tout ce qui faisait de lui un personnage torturé et donc intéressant dans une certaine mesure. MGS4 voyait la réapparition d'un Raiden un peu plus sûr de lui, ayant visiblement soigné la plupart de ses fêlures, un peu plus stylé aussi, mais surtout définitivement plus doué pour la bagarre, à l'image de cette pure scène dans laquelle il domine plusieurs geckos à base de coups de savate et de katana maniés avec les pieds.
Aujourd'hui, c'est carrément un spin-off entier qui lui est consacré. Un spin-off développé par l'excellent staff de Platinum Games qui nous propose avec Revengeance autre chose que du tactical espionnage action. Outre la motion la plus inspirée de l'histoire du jeu vidéo, à savoir Revengeance, les amoureux des mots apprécieront le petit Lightning Bolt Action derrière le titre. Et avec les développeurs de Bayonetta ou encore Vanquish, on sait ce que ça veut dire et on sait à quoi s'attendre. On est donc presque sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. J'ai bien dit presque. Suspense. Non, en fait, je déconne, c'est une grosse tuerie, mais on va tout de même vous expliquer pourquoi. Lightning bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. Les événements de Revengeance se déroulent 4 ans après MGS4. Raiden est désormais posé, et s'il continue à mener une vie dangereuse, c'est pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Et c'est à l'occasion d'une mission de protection d'un premier ministre africain pour le compte de l'agence de sécurité Maverick que le quotidien de Raiden va quelque peu changer. Durant l'attaque perpétrée par le groupe Desperado, qui a pour but de créer l'instabilité et donc un environnement propice à la guerre dans cette région, Raiden essuiera une lourde défaite. Du coup, après une grosse remise en question et un nouveau corps, Raiden décide de s'inscrire dans un processus de vengeance et d'utilisation concrète de son instrument de la justice. Au cours de l'aventure, on aura évidemment le droit à des révélations, des twists qui nous montrent que les enjeux étaient en fait bien plus grands que ce qu'on imaginait, et un Raiden qui fera de tout ça une affaire personnelle. Un Raiden finalement toujours traumatisé par son passé d'enfant soldat au Liberia, qui à certains moments du jeu laissera clairement s'exprimer la persona complètement psychopathe qu'est Jack the Ripper. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. On aura également beaucoup de discours sur l'homme, ses vices et ses faiblesses, particulièrement en fin de jeu, avec un dénouement qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a tout de même le mérite de ne pas durer 3 heures. Damn. Crazy son of a bitch. On vous avait déjà parlé du game system dans l'avant-première diffusée il y a quelques semaines dans Classé 18+, mais on va tout de même revenir dessus, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Revengeance, c'est avant tout de la bagarre. De la bagarre à coups de katana, à base de combos spectaculaires, de quick time events, de parades, d'esquives, d'attaques légères et rapides, ou encore lentes mais lourdes de dégâts. La feature principale, et celle définitivement mise en avant, c'est le Zandatsu. Elle implique de trancher l'ennemi à un endroit précis, afin de lui confisquer à la main sa colonne vertébrale ou son centre nerveux. Outre la dimension complètement extrême de ce procédé, le Zandatsu permet surtout de refaire le plein de vie et d'énergie. L'énergie peut également se récupérer à l'aide d'items ou tout simplement en remplissant vos ennemis. Votre lame à haute fréquence est en effet équipée d'un système d'absorption plus ou moins efficace en fonction de son niveau d'amélioration. L'énergie toujours permet de déclencher un style de bullet time lorsque vous passez en blade mode, ce moment où Raiden se pose pour trancher dans tous les sens sa cible. Une feature importante, surtout lors des combats contre certains boss où l'on vous demande de trancher selon un angle bien précis. Enfin, arrivé à un certain stade du jeu, lorsque cette barre est pleine, vous pouvez décider de laisser la place de Raiden à Jack the Ripper. Vous entrez alors dans un mode où le découpage est violent et où le menu fretin et les ennemis moyens ne présentent finalement plus trop de difficultés. Ces principes mettront un certain temps à être maîtrisés, et au début, on se contente simplement d'appuyer vite sur les boutons et de rentrer dans le Zandatsu quand on y pense ou quand on est en galère. Avec un peu de pratique, on découvre que les fenêtres pour s'inscrire dans un Zandatsu sont plus fréquentes qu'il n'y paraît, à l'occasion d'une sévère balayette par exemple. On maîtrise mieux les parades et donc les contre-attaques. On expédie plus vite les combats. On tente alors de rendre l'ensemble des affrontements plus esthétiques et on y prend clairement beaucoup de plaisir. À la fin d'une rixe ou d'un stage, on gagne des points. Ces derniers peuvent être utilisés pour upgrader tout un tas d'éléments, comme des nouveaux moves évidemment, des barres de vie ou d'énergie supplémentaires, les caractéristiques de votre arme principale ou encore celles de vos armes secondaires, tout étant récupéré à l'issue d'un combat de boss. Dans cette catégorie, on retrouve un style de lance capable de fouetter, bien utile pour les attaques de zone, une énorme double épée faisant de lourds dégâts, ou encore un saut électrique paralysant les ennemis pendant un bref instant. Une fois équipées, ces armes secondaires s'utiliseront en appuyant sur le bouton des attaques fortes, permettant ainsi de les utiliser dans le cadre d'un combo. Restent les autres armes, plus classiques, comme les lance-roquettes et autres grenades EMP, qu'on utilisera qu'en de rares occasions, pour abattre un hélico ou désactiver une caméra par exemple.
La dimension infiltration, justement, n'est pas vraiment mise en avant ici. Certains niveaux peuvent toutefois se traverser discrètement, et il est évidemment possible d'opérer des stealth skills par en haut ou par derrière, qui auront en plus l'avantage de vous proposer un zandatsu. Il existe aussi des objets pour passer inaperçus, comme des cartons ou des bidons, et même un cadre photo en 3D, qui aura ici la même utilité qu'un Playboy dans les épisodes précédents. Des éléments presque dispensables, qui nous rappellent tout de même que l'on évolue bel et bien dans l'univers de Metal Gear. Metal Gear Rising Revengeance est définitivement orienté action. Wow, merci Capitaine Évidence. Mais avec ses solides features relatives au combat, il propose une expérience réellement puissante, nerveuse et jouissive, dans laquelle on retrouve le savoir-faire de Platinum Games. Et le tout sans violer ni même dénaturer l'univers et les personnages qui animent cette série. Malgré tout, le jeu se pointe avec des défauts malheureux, comme une gestion de caméra pas toujours inspirée par exemple. Mais le principal et le plus triste des défauts reste l'impossibilité de switcher à la volée entre les différentes armes, ce que le dernier Devil May Cry avait relativement bien réussi à faire. On se retrouve donc avec un jeu qui mise tout sur l'aspect action, le dynamisme, les enchaînements, le spectaculaire, l'explosif, mais qui nous demande de nous arrêter physiquement en plein milieu d'un combat et d'utiliser la croix directionnelle pour entrer dans un menu afin de passer du saille à l'épée lourde, de la grenade au carton ou encore d'utiliser un item de soin. Un réel combo breaker de gameplay qui énerve dans la mesure où l'arsenal n'est pas gigantesque et encore une fois, d'autres jeux proposent le switch sans avoir à passer par un menu. On pourra aussi être moyennement enthousiaste face à cette durée de vie timide, 5 heures pour tout terminer. Même si le New Game Plus, les autres modes de difficulté et les missions VR vous proposeront encore du challenge. À propos de la durée de vie, il est toutefois important de noter que d'après Inaba, et on a clairement pu le constater en terminant le jeu, elle exclut évidemment les cinématiques et elle ne comptabilise que le temps que vous avez mis à réussir une mission sans mourir, pas le temps que vous avez perdu à essayer de la réussir. Quoi qu'il en soit, Revengeance reste un monstre du genre action et un excellent casse-dalle en attendant de nouveaux épisodes de cette série définitivement stimulante. Let's get this over with. Voilà donc. La corruption au sushi a fonctionné. T'as bien aimé le jeu. Bien joué Konami. Donc sérieusement, le jeu alors sympa ou pas? Très sympa. Parce que moi j'ai fait la démo, mais il y a des défauts, tout ça. Bon, ils ont vu la critique, tout ça, mais d'une manière générale, si, non, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce MGR. Donc Platinum Games, ils assurent toujours. Bah Platinum Games, en tout cas, ils assurent super souvent. Super souvent, Platinum Games, ça fait partie de mes studios préférés. Est-ce que tu étais dans ta zone de confort, pour le coup, sur ce jeu-là? Pour le coup, ouais. Mais je pourrais jamais faire une critique comme celle de Moguri. Soit il prend trop de produits, soit... Enfin, je sais pas comment il fait, le mec, pour arriver avec des concepts complètement foutus. Donc, ouais, non, j'étais bien à l'aise, j'étais dans ma zone. Bon, on espère être tout à fait aussi à l'aise, en tout cas dans 15 jours pour le prochain Classique du Plus. Bon, pour l'instant, le contenu reste encore assez flou, puisqu'il y a beaucoup de jeux qui sont décalés, etc. C'est secret. En tout cas, on aura du reportage. On peut déjà vous annoncer un reportage consacré à Army of Two, le cartel du diable. On aura également un autre reportage sur un gros jeu assez attendu. Et on aura aussi, normalement, un petit sujet à développer, au moins une critique flash sur l'énorme DLC prévu pour Assassin's Creed 3, et donc qui s'appelle La tyrannie du roi Washington, en 3 épisodes, qui est un peu une uchronie, donc qui joue avec le scénario principal du jeu originel, et donc ça peut être intéressant. Et on aura aussi 3 minutes pas plus, et Showtime. Voilà. Rendez-vous dans 15 jours. Salut tout le monde.